Voilà, vous voyez que les jeunes ont déjà tout compris. Ils se demandent si demain ils auront un travail, ils se demandent s'il y aura de l'argent en suffisance, ils se demandent aussi si peut-être la solution passera par le revenu de base inconditionnel. Alors pour trouver des nouvelles solutions par rapport à cette prévoyance, 6 invités sont avec nous, je vais vous les présenter. Tous ont un profil particulier. Marco Simeoni, vous êtes probablement celui qui aura le regard le plus décalé. Aujourd'hui avec nous, vous êtes entrepreneur à succès, c'est ce qu'on lit toujours quand on parle de vous. Aujourd'hui vous êtes reconverti dans l'environnement, la défense de l'environnement et en particulier des océans avec votre fondation Race for Water. Aline Izzo, seule femme avec nous, indépendante, chroniqueuse et spécialiste en transformation digitale des entreprises. Philippe Vaner, vous l'avez entendu tout à l'heure, il est toujours démographe et professeur à l'Université de Genève. Un autre professeur est avec nous, c'est le spécialiste des robots, Xavier Auberson, fiscaliste très connu. Son dada en ce moment, c'est les robots. Hein. Vous allez bientôt partir au Japon pour visiter des usines à robots. Vous nous direz comment les taxer. Nicolas Girardot, vous le connaissez probablement, c'est un expert en assurance de pension. Vous représentez aujourd'hui Innovation, deuxième pilier. Donc vous devez avoir des idées pour rénover ce deuxième pilier. En tout cas, c'est pour ça qu'on vous a invité. Édouard Comment, vous avez été DRH chez UBP pendant 10 ans. Vous travaillez toujours, vous faites partie de ces hommes d'âge mûr qui ont dépassé l'âge de la retraite et qui ont choisi de poursuivre leur profession. Alors, je vous propose une discussion en 3 temps. On sera ensemble à peu près pendant 1 heure. Peut-être que vous aurez aussi des questions. Sachez que vers la fin de la discussion, vous pourrez poser vos questions. Il y a des micros qui se baladeront dans le dernier quart d'heure de la discussion. Discussion en 3 temps, je le disais. Tout d'abord, pour constater l'évolution de la société, notre rapport au travail. Deuxièmement, constater l'évolution technologique. Certains jeunes parlaient de l'automatisation. Et puis, troisièmement, quelle incidence sur nos modèles de prévoyance. Est-ce qu'il y a des nouveaux modèles à réinventer? On va parler de tout ça. Je vais commencer avec vous, Édouard Comment, parce que je le disais, 10 ans de DRH, 10 ans DRH chez UBP, 35 ans, me disiez-vous, comme RH, notamment chez ADECO comme directeur général. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté dans votre pratique quotidienne? Est-ce qu'effectivement, les jeunes sont différents de vous, de moi, de la génération baby-boomer? Est-ce qu'effectivement, ils veulent être plus indépendants ou peut-être est-ce qu'ils veulent moins travailler? Merci. Alors, je crois d'abord qu'ils ne veulent pas moins travailler. Non, c'est nous, dans les entreprises, que leur donnons des fois envie de moins travailler. Mais ils ont envie de travailler, mais pas comme nous. Effectivement, moi, je suis un baby-boomer, années 50 à 65. Malheureusement, je suis plus proche de 50. Mais c'est une génération où le mot-clé, je vais vous donner quelques mots-clés. Le mot-clé qui ressort, c'est devoir. On avait le devoir. La relation à l'autorité, c'était important. Après, il y a eu ces fameux X, dont vous faites probablement partie. Vous êtes gentil. 65 à 80, qui eux étaient plutôt dans le avoir. Ils voulaient posséder. Je répète, les baby-boomers, après la guerre, on voulait montrer les choses, montrer la réussite. Les X voulaient plutôt posséder, avoir. Toujours dans la réussite. Et puis il y a ces fameux générations Y, dont on parle beaucoup. Là, les jeunes, ils sont plutôt Z. Alors, je vais rester sur les Y. C'est une génération exceptionnelle, mais qui a une particularité, et c'est pour ça qu'Y, en anglais, se dit Y, c'est la génération du savoir pourquoi. Ils veulent toujours savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'ils sont fatigants, ces jeunes? Mais ils sont extraordinaires, mais ils sont fatigants. Et ils sont tellement fatigants que, pour les parents qui sont concernés, moi je le suis un peu, quand on insiste, ils résistent. Gardez ça à l'esprit. Il ne faut pas insister avec eux. Et quand vous leur parlez de prévoyance, ils savent même, ils ont entendu parler. Mais qu'est-ce qu'ils ont constaté? Et je vais arriver sur l'idée que j'aimerais développer. C'est qu'ils ont constaté qu'il y a des gens comme moi qui ont donné leur vie à l'entreprise, où le slogan était « le travail, c'est ma vie », et qui, à 50 ans, 55 ans, 60 ans, se font licencier. Et ces jeunes se disent « ça, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux travailler, mais je veux vivre. » Et effectivement, ils ont une relation au futur différente,
et au travail qui est différente, ça c'est sûr. Néanmoins, cette jeunesse, est-ce qu'elle veut, c'est gérer sa vie, elle veut gérer sa carrière. Et l'idée que j'aimerais aborder en quelques mots, c'est de dire, moi je crois que peut-être un jour, on doit remettre tout en question. Et comme DRH, je vous dirais, ça m'aurait facilité la vie. Pourquoi pas personnaliser la prévoyance professionnelle? C'est-à-dire qu'elle soit attribuée à une personne, pas à une entreprise. Et comme ça nous accompagnerait tout au long de notre carrière. Et que je change d'entreprise une fois, 10 fois, c'est pas grave. J'ai ma prévoyance qui m'accompagnerait toute ma vie. Je serais beaucoup plus au clair sur ce qu'elle me promet, ce qu'elle va essayer de me promettre, et je serais beaucoup plus au clair sur je ne vais pas quelque part parce qu'il y a peut-être une prévoyance attractive, ou je ne quitte pas un endroit parce qu'on me tient par ça. Parce que la carrière professionnelle et l'attractivité professionnelle l'emportent. Donc voilà un peu l'idée que moi j'aimerais développer. Personnaliser la prévoyance professionnelle, on est déjà un peu dans la fin de la discussion, mais sur le constat que vous faites, j'aimerais entendre Aline Iso, vous êtes partie de la génération Y. Non, celle d'avant, les X. Celle d'avant, les X, parce Oui, que oui. vous êtes la plus jeune ici de la table. Est-ce que vous partagez le constat que fait monsieur Comment par rapport à ces jeunes, par rapport notamment au fait que les jeunes veulent gérer leur carrière, que les jeunes veulent moins travailler que les baby-boomers, que les jeunes peut-être demain, et je crois que c'est le constat que vous faites, seront davantage indépendants que l'ont été la génération des baby-boomers? Alors, il y avait beaucoup d'éléments dans ce qu'a dit Monsieur Comment, donc ça va être difficile de tout recouvrir. Alors, sur la question précise des indépendants, Aline, sur la question précise des indépendants, vous avez quelques chiffres, je crois. Oui, alors, bon, les derniers chiffres que j'ai trouvés en Suisse dataient de 2006 sur une vraie étude sur les indépendants, ce qui demanderait peut-être aussi à remettre à jour, parce qu'on a quand même un contexte qui a pas mal évolué, donc je suis étonnée de voir que les derniers chiffres datent d'il y a plus de 10 ans maintenant. Pour la Suisse. En Europe, ce qu'on voit, c'est une augmentation sur les 10 dernières années d'à peu près 45% du nombre d'indépendants. Et c'est des chiffres qui datent aussi, dernier chiffre qui date de 2013. Et puis aux États-Unis, on a des projections qui vont jusqu'à 30% de la population active hors population qu'ils appellent agricole. Donc on voit qu'il y a une augmentation du nombre d'indépendants. Par contre, je mets un bémol, c'est que ce n'est pas toujours un choix. Enfin, il y a le côté très attractif de je veux me mettre à mon compte, qu'on voit beaucoup chez les jeunes d'ailleurs, mais pas que, où on vous vend le rêve à la Steve Jobs ou à la Zuckerberg, on se dit je vais me mettre à mon compte, j'ai plus d'autorité, j'ai plus de patron, je vais évidemment devenir millionnaire parce qu'on ne se met pas à son compte pour gagner moins que ce que gagne un salarié, donc avec une forte attente par rapport à une réussite financière malgré tout. On ne fait pas ça tous pour changer le monde, hein. Beaucoup le font parce qu'ils voient une possibilité de gagner beaucoup d'argent. Donc on n'a pas une génération si utopiste que ça, on a quand même une génération qui est aussi dans le avoir malgré tout. Et puis, il y a des gens qui ne choisissent pas d'être indépendants. Il y a deux populations qui sont les seniors dont on parlait, qui se retrouvent à 50 ans au chômage et qui simplement ne retrouvent pas un emploi, qui, au bout d'un moment, arrivant en fin de droit, se disent finalement, je vais monter mon activité. Pour ceux qui, comme moi, sont actifs sur LinkedIn, je pense que vous voyez de plus en plus de gens dans vos réseaux qui, tout à coup, se mettent à leur propre compte, ouvrent leur boîte, consulting, coaching. Enfin, on voit qu'il y a un développement et ce n'est pas toujours par choix. Et la deuxième population, c'est les femmes. Qui ont souvent de la peine à concilier, malgré tout, un emploi intéressant avec une vie de famille qui a aussi pas mal évolué, beaucoup de familles monoparentales, donc avec des femmes qui doivent s'organiser comme elles peuvent, ne trouvant pas dans les entreprises une structure ou une organisation qui leur permette de concilier les deux. Elles se retrouvent à essayer de lancer leur petite société, ce qu'on appelle les mampreneurs, typiquement, et qui cumulent du coup plusieurs précarités, puisqu'elles ont des salaires moyennement intéressants, et du coup une prévoyance à terme très moyennement intéressante aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Tout à fait. Bien. Indépendant, dites-vous, mais pas forcément par choix. Non. Plus d'indépendants, peut-être certaines projections d'ailleurs disent même qu'un jour, le nombre d'indépendants va dépasser le nombre d'employés. J'aimerais avoir l'avis du démographe là-dessus. Philippe Vanner, vous y croyez, vous, à ce nombre d'indépendants qui augmenterait? Alors j'ai aussi des chiffres un peu plus récents que les vôtres, je pourrais vous les communiquer, qui montrent que dans le cas de la Suisse, effectivement, pour l'instant, le taux d'indépendants est relativement faible
en comparaison internationale. Et ça s'explique en particulier parce que l'économie suisse est plutôt florissante, parce que vous avez très peu de chômage, et effectivement la part de celles et ceux qui sont indépendants, non pas par choix, mais par obligation, est relativement limitée. C'est rassurant pour notre voyance, ça. Oui, c'est un peu rassurant aussi pour notre marché du travail. Effectivement, notre économie fonctionne relativement bien. Par contre, je vous rejoins tout à fait quant à l'idée d'une nouvelle forme de travail, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de personnes qui sont actives dans une entreprise, mi-temps ou à temps plein, et qui effectivement ont d'autres aspirations, parce que le marché du travail traditionnel ne les satisfait pas en termes peut-être personnels, d'où un travail indépendant qui accompagne une activité professionnelle qui est salariée. Donc ça, effectivement, ça s'observe de plus en plus. C'est-à-dire des cumuls de jobs. Voilà, cumul on est de employé jobs. et indépendant. Ça, c'est une nouvelle tendance aussi. Voilà, c'est une nouvelle tendance. Et ça se prolonge après la retraite, ou au moment où on diminue peut-être notre activité professionnelle salariée. Eh bien, on a envie aussi de travailler pour nous, pour un projet qui est personnel, et pas forcément pour une grande entreprise. D'où une manière de voir le travail qui est différente, et effectivement un travail indépendant, mais qui encore aujourd'hui est peut-être un peu sous-estimé. Nicolas Girardot, vous aussi, vous faites partie de la génération X? Oui. Très bien. Nicolas Girardot, il ne marche pas. Si, ça marche. Il marche, oui. Ouais, il marche, très bien. Vous aussi, vous parlez d'individualisme. Vous aussi, c'est un constat que vous faites dans le monde de la prévoyance. Alors, aujourd'hui, il existe effectivement une certaine notion d'individualité qui n'est pas encore reliée complètement à l'indépendance. Parce que comme on en a discuté ici, le taux d'indépendants en Suisse reste assez faible. Néanmoins, ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'on a des contacts avec les services de ressources humaines, et dans leur propre stratégie de développement de leurs propres ressources, on a déjà eu plusieurs fois cette notion de se dire qu'est-ce qui va se passer dans les 20, les 30 prochaines années. Nous, par exemple, on a 200 employés. Et bien, l'idée, ça serait de passer à 80 et de gérer en fait la différence par des contrats en freelance. Donc, j'entends bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas des choses qui sont reflétées dans les statistiques. Par contre, les discussions sont là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si on commence à aller dans cette direction? C'est qu'aujourd'hui, la prévoyance professionnelle telle qu'on la connaît se base sur la notion de salarié. C'est-à-dire que l'indépendant est traité, si on veut bien, en dehors du bilan, comme exception. Donc, à partir du moment où je commence à rêver aussi, puisqu'on est en 2035, donc si on avance dans cette direction en se disant peut-être qu'il y aura une majorité ou un grand nombre de personnes qui travailleront en freelance ou en indépendant, ça veut dire que le modèle de la prévoyance professionnelle tel qu'on le connaît aujourd'hui, il faudra le réformer de manière profonde. C'est-à-dire qu'il va falloir déplacer la base de ce modèle du salarié vers un peu plus d'indépendance. Et puis là, je vous rejoins. Je pense que je vais vous proposer comme prochain membre du comité Innovation Deuxième Pilier, où, effectivement, si on va dans cette direction, ça va simplement dire qu'il n'y a plus de contrat entre un employeur et une solution de prévoyance, mais un contrat individualisé entre l'assuré et la solution de prévoyance qu'il aura choisi ou qu'on lui aura choisi, selon le modèle de prévoyance professionnelle qui pourrait être développé. Marco Simeoni, votre truc à vous... c'est l'avenir aussi, mais ce n'est pas l'avenir de la prévoyance professionnelle, c'est l'avenir de notre environnement, c'est quelque chose dont vous vous préoccupez beaucoup, et dans le fond, vous dites que toute la discussion qu'on a aujourd'hui autour de notre prévoyance professionnelle ne sert à rien si on ne se soucie pas de l'environnement, et en particulier des océans. Oui, dans les grandes lignes, c'est un peu ça. Effectivement, la prévoyance, c'est aussi prévoir notre environnement. C'est être regardant par rapport effectivement à la planète, et malheureusement aujourd'hui la planète est dans une situation d'urgence terrible. Donc ma prévoyance à moi, c'est surtout penser aux générations futures, penser à ces jeunes qu'on vient de voir tout à l'heure, puisque notre thème à la Fondation sont les océans. Les océans, c'est un sujet absolument clé. C'est grâce aux océans qu'on respire. Ils produisent plus de 50% de l'oxygène de notre planète. Ils nourrissent plus de 50% de la population mondiale.
Et les océans aujourd'hui sont terriblement touchés par une pollution due au plastique. Et donc, je pense qu'on parlait de durée de vie tout à l'heure. Effectivement, la médecine évolue d'une façon fabuleuse. Hein. En même temps, on dégrade d'une façon terrible notre environnement. Donc, ces deux équations, je ne sais pas exactement où elles vont nous amener ou nous mener. Voilà, donc, Est-ce que les jeunes ne sont pas davantage conscients on oui, les a alors entendus tout à sur la fait, prévoyance, mais sur l'environnement? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est le côté réjouissant des choses. Hein. C'est que j'ai vraiment le sentiment que les nouvelles générations sont beaucoup plus conscientes de l'importance de notre environnement. Ce que je trouve un petit peu dommage, regrettable, c'est que ma génération, nous sommes certainement la génération qui avons le plus consommé et utilisé. Et je pense que ma génération se doit maintenant aussi d'essayer d'améliorer, de rendre les choses meilleures pour nos enfants.